Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette masterclass sur les données de la démocratie. Aujourd'hui, je vais vous parler des résultats et de quelques éléments de mon livre qui s'appelle Les données de la démocratie, Open Data, pouvoir et contre-pouvoir, qui est paru chez CF Éditions en février de cette année. Je vais le centrer sur une partie du livre, qui est quand même centrale dans le livre, comme dans le titre, mais qui est plutôt le rôle de l'open data pour la démocratie, comment ça nourrit le débat public, comment ça renforce l'équilibre entre pouvoir et contre-pouvoir, et comment ça peut participer à avoir un débat public plus éclairé. Je vais entrer moins dans le détail sur tous les enjeux liés à l'innovation, la création d'entreprises ou la modernisation de l'administration. Tout simplement aussi parce que hier, on a eu une table ronde qui a pas mal parlé de ces questions-là en ouverture hier à 9h30. Et on est sorti avec cette frustration que la question de la démocratie était un peu passée à la trappe. Et c'est un peu dommage parce que c'est le cœur de mon livre et c'est probablement l'aspect qui m'intéresse le plus. Donc on va se concentrer sur ça aujourd'hui. Je vous dis juste un truc, c'est que la présentation, elle est en ligne à cette adresse-là. Pendant que vous notez l'adresse, je vais juste faire quelque chose qui est bien quand même, c'est de se présenter. Donc Samuel Goeta, je suis le cofondateur de la coopérative Datactiviste. On est une vingtaine en France à travailler sur des sujets d'open data. Je suis aussi maître de conférence associé à Sciences Po Ex en sociologie, où j'enseigne sur des sujets assez proches. Et je suis aussi cofondateur d'une association qui s'appelle Open Knowledge France et qui anime un portail que vous connaissez peut-être, qui est madada.fr, comme ma demande d'accès aux documents administratifs. Et en fait, le livre vient avec ces trois casquettes. À la fois le côté... je travaille avec les acteurs de l'open data au quotidien et j'accompagne des projets d'open data. Je les étudie, c'est mon objet de recherche. Je fais ma thèse sur le sujet, j'ai publié pas mal d'articles sur ces questions-là. Donc j'ai un regard moi, j'aime bien qualifier plutôt de participants observateurs plutôt que d'observateurs participants. Et aussi de militants de ces questions-là. Ça fait 12 ans qu'on a créé l'association Open Knowledge France et que cette question du droit d'accès aux documents administratifs me tient à cœur. Donc, je n'entre pas trop dans le détail parce que je vais y revenir, c'est un peu au cœur de mon intervention. Le point de départ quand même du livre, c'est qu'en fait, quand on parle d'open data, on a encore beaucoup de gens qui viennent avec une vision qui est presque datée. L'open data, c'est un mouvement qui est apparu, alors au niveau international, on va plutôt dater ça aux alentours de 2007. En France, aux alentours de 2010, grâce à quelques importateurs, dont Charles Nepote, que je salue, qui, au sein de la FING, a beaucoup œuvré pour que les premières collectivités locales ouvrent des données, que l'État aussi ouvre ses données. Mais en fait, au début, l'open data, c'était quelque chose un peu des prototypes. On nous parlait, c'était un sujet de prospective. Alors je pense qu'en tant que sociologue, j'ai un peu du mal avec la prospective. J'aime bien étudier plutôt le présent. Et en fait, on nous présentait, alors peut-être si vous avez été dans les premiers temps de l'open data, on nous présentait une application qui marchait dans une ville. On nous parlait d'un service qui potentiellement pourrait faire ça. Et puis on avait des discours totalement faramineux. Moi, je me souviens, je faisais mon mémoire de fin d'études en sciences de l'infocom. Avant, je faisais ça, maintenant je fais de la socio. Où j'étais là, j'étudiais les discours. C'était hyper facile, c'était hyper sympa. Vous étudiez les discours. On vous dit, on va résoudre la crise climatique en ouvrant des données avec un discours ultra technosolutionniste, qui était un peu le discours de l'époque. Et surtout, en fait, on nous parlait vraiment de cas d'usage qui sont arrivés dans une ville, dans un quartier de Baltimore, un quartier de Rennes où il y a telle application qui fonctionne. Et en fait, beaucoup de gens, on le voit sur les sujets numériques, je pense que vous étudiez l'évolution du programme d'un événement comme NEC ou de plein d'événements, c'est un peu cette courbe-là de la hype qui revient. Et l'open data, à un moment, il redescend dans la courbe
courbe de la hype et il revient. Il est revenu notamment pendant la pandémie. Mais qu'en fait, je suis assez convaincu que c'est plus intéressant d'étudier les technologies quand elles sont en bas de la courbe que quand elles sont en haut, où on est là tout le temps à faire une sorte de prospective, à pas vraiment comprendre. Et en fait, ce que ces gens ont loupé, qui sont restés avec cette vision un peu datée de l'open data, ou ce que certaines personnes qui sont passées à côté, c'est qu'en fait, l'open data, il est entré dans notre quotidien. Et qu'en fait, je peux vous donner des exemples qui vont parler à tout le monde pour vous dire comment l'ouverture des données est entrée dans notre quotidien. Alors, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est un exemple de meilleurs agents. Ça, on voit pas très bien. C'est un exemple de cas d'usage. C'est l'ouverture des données de valeur foncière. C'est les prix de l'immobilier. Et vous avez cette boîte Meilleurs Agents qui met à disposition des outils, et en fait tout un tas d'outils pour évaluer un bien immobilier. Parce que depuis quelques années, on a accès au prix des ventes immobilières au niveau de l'adresse. On peut savoir, il y a un appartement de 3 pièces qui a été vendu à tel prix. Et on a accès vraiment aux données dans leur plus grand niveau de précision. Il y a un sujet sur lequel je vais revenir. Et donc, en fait, ça permet à Meilleurs Agents, mais il y a aussi l'outil, l'explorateur d'Etalab, qui fait ça très bien. Et en fait, ça a eu des effets sur le marché de l'immobilier. D'ailleurs, cette transparence des prix de l'immobilière, ça a réduit les tensions qu'il peut y avoir entre le prix du demandeur et le prix du vendeur, le prix de l'acheteur et le prix du vendeur. Parce qu'il y a une information qui est un peu plus complète. Et il y a des études qui montrent que, alors ça reste marginal et difficile à évaluer, mais ça a eu un effet aussi même sur les prix de l'immobilier. Alors bon, c'est pas ça qui fait que vos achats vos achats immobiliers coûtent moins cher, mais c'est un usage très concret et qui change la relation à la fois entre l'acheteur d'un bien immobilier et le vendeur, mais aussi même avec la relation avec l'agent immobilier qui vient avec cette expertise très forte sur les prix dans un quartier. Là, on a accès à des niveaux de détail qui fait qu'il y a plein d'outils qui se sont créés autour de l'ouverture de ces données-là. Donc, un exemple, l'open data dans le quotidien, un achat immobilier. Un autre exemple beaucoup plus ludique, qui est là en haut à droite, donc on ne voit pas très bien, mais c'est Pokémon Go. Pokémon Go, vous connaissez peut-être, il y a eu un gros engouement autour de ce jeu aux alentours de 2015. Donc le principe, c'est d'aller chercher des Pokémon rares. Les Pokémon rares, en fait, on les trouve dans des espaces verts principalement ou au bord des cours d'eau. C'est un jeu qui a toujours un certain engouement. Et en fait, dans Pokémon Go, comment Niantic, qui est la boîte derrière ce jeu, sait où sont les espaces verts, c'est grâce aux données d'OpenStreetMap, qui est un peu le Wikipédia de la carte. Et donc en fait, au moment où les joueurs de Pokémon Go se sont rendus compte, c'était dans les données d'OpenStreetMap, il y a eu une vague de vandalisme au point que OpenStreetMap a dû faire une note pour dire arrêtez de rajouter bienvenue aux joueurs de Pokémon Go, mais arrêtez de rajouter un parc en bas de chez vous parce que vous n'avez pas envie de sortir, parce qu'en fait vous êtes en train de saccager non pas juste la carte d'OpenStreetMap, parce qu'en fait vous connaissez peut-être OpenStreetMap sous la carte que vous avez, mais en fait c'est une carte qui est omniprésente, notamment si vous avez un iPhone, Apple Plan utilise les données d'OpenStreetMap, les GPS des voitures utilisent les données d'OpenStreetMap. Il y a tout un tas d'usages. Et en fait, quand quelqu'un fait un petit vandalisme juste parce qu'il n'a pas envie de bouger de son canapé, ça a des conséquences monstrueuses. Et donc voilà un exemple d'usage de l'open data qui parle à tout le monde, correspond à un peu tout le monde. Donc il y a un autre exemple de cette massification des usages de l'open data, c'est ce que fait, alors désolé Charles, je te renvoie encore à toi, mais c'est ce que fait l'association Open Food Fact, dont Charles est le délégué général. Open Food Fact, c'est une de ces autres bases de données collaboratives, dont je viens de vous parler d'OpenStreetMap, qui sont des communs de données, donc des ressources partagées, mais aussi gouvernées par une communauté. L'idée géniale d'OpenStreetMap, c'est qu'en fait, les produits alimentaires, les étiquettes nutritionnelles sont des données en puissance, qui sont du papier, mais qu'en fait, on pourrait alimenter une base de données en mode Wikipédia, là aussi, tout le monde peut contribuer, et la manière de décrire les données est discutée au sein de cette communauté, et puis tous les algorithmes et les modèles qui sont construits autour. Et en fait, ils ont construit une base de données qui est extrêmement complète, en tout cas sur les pays d'Europe, sur les produits alimentaires. Et ces données-là, elles servent à plein de choses. Alors, elles servent à l'excellente appli Open Food Fact que je vous recommande d'installer pour une raison. Alors, tu en parleras beaucoup mieux que moi, mais je pense pour moi, ma raison principale, c'est aussi de dire que
pas comme Yuka. Yuka est basé sur des algorithmes qui sont propriétaires et maintenant pas mal de données propriétaires. Mais en fait, là, ça va être que des algorithmes et des modèles, des scores de notation qui sont validés par la communauté scientifique. Mais en fait, les données d'Open Food Fact, et ça c'est super intéressant de le lire dans le rapport, elles ont servi à des usages qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, notamment à la création du Nutri-Score. C'est-à-dire que l'équipe de Serge Herzberg, tu me dis si je me trompe, c'est quand ils ont créé le Nutri-Score, ils avaient besoin de tester les méthodes de notation sur de vraies données de produits alimentaires. Bah, ils ont pris les données d'Open Food Fact. Et en fait, l'impact d'Open Food Fact, ça vous en parliez dans votre rapport, il est peut-être probablement beaucoup plus grand quand on regarde juste cette étiquette qui est présente sur tous les produits, où mon fils de 4 ans me dit « Ah non papa, ça c'est Nutri-Score D », qu'une application de scan. Au passage, Yuka, que vous avez peut-être aussi utilisé, s'est longtemps servi et est né des données d'Open Food Fact. Maintenant, ils ont leur propre base de données. Ils continuent de reverser un peu dans Open Food Fact. Mais voilà un exemple. Tout le monde connaît quelqu'un ou a déjà scanné un produit alimentaire, au point même que je crois que c'était devenu un terme de yuké, un produit. J'ai déjà entendu ça une fois dans un supermarché. Et ça, un exemple d'usage de l'open data qui est entré dans les mœurs et dans le langage courant et dans la vie quotidienne. Un autre exemple, et je finis par ça, c'est un exemple qui parle beaucoup à mon père qui aime bien faire des randonnées. Vous êtes en randonnée, vous voyez une espèce et vous vous dites bah tiens, c'est quoi ça? Est-ce que c'est un magnolia ou est-ce que c'est un séquoia? C'est quoi la différence entre un pin et un sapin? Et en fait, vous avez cette application géniale qui s'appelle PlanteNet. PlanteNet, donc c'est une application qui est un peu le Shazam des plantes, donc vous prenez en photo une feuille d'un arbre et elle va vous dire quelle espèce c'est, mais ça vaut pour tous les végétaux. Et en fait derrière, c'est entraîné à partir de données produites par une communauté de botanistes amateurs qui est assez passionnante, qui s'appelle Tela Botanica, qui vont prendre en photo des végétaux, qui vont les localiser, qui vont dire quelle espèce c'est, et ça a permis d'entraîner ces modèles-là et de dire de quelle espèce on parle. Donc ça c'est un autre exemple parce qu'en fait c'est un truc qui parle à beaucoup de gens qui entraient dans le quotidien. Ce qu'on voit aussi à travers cette typologie un peu des usages, c'est qu'on a des données publiques, on a aussi pas mal de données qui sont collectées par des citoyens qui deviennent des communs de données. Et ça nous dit déjà quelque chose de ce que c'est devenu l'open data. Mais plus largement, le message général, c'est de dire qu'en fait, maintenant, l'open data, il est entré dans le quotidien. Et pour avoir fait de la sociologie des infrastructures plutôt informationnelles, mais ça vaut aussi pour les autres infrastructures, dans la définition d'une infrastructure, il y a le fait qu'elle apparaît quand elle devient un peu transparente, sauf quand elle est cassée. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut voir. Hein, je ne sais pas si vous êtes allé à Gênes, quand le pont s'est effondré, là, on la voit, cette infrastructure. Quand il y a des problèmes d'approvisionnement en électricité, tiens, on se dit, en fait, comment elle arrive l'électricité en France, la production? Et en fait, on a ces questions-là aussi sur l'open data, où en fait, l'open data, on ne le voit pas. Il y a de l'open data dans pas mal d'usages du quotidien. J'aurais pu vous parler des prix du carburant, où je vous en donnerai plein d'exemples comme ça, où on ne voit pas forcément que c'est de l'open data, donc à part avec des gens comme moi qui essayent de vous vendre leur soupe de l'open data et qui vont dire mais ça c'est de l'open data, hein, tu sais. Mais à part ça en fait on le voit pas. Sauf quand il y a des problèmes, et ça s'est vu aussi à certains moments pendant la période de la pandémie, où tiens, on s'est mis à gratter, à se dire comment arrivent ces données-là et comment on a pu faire des tableaux de bord et rendre possible tout ça. Donc on est arrivé à un âge où en fait les usages de l'open data sont massifiés et c'est entré dans nos vies quotidiennes. Donc on est assez loin du point de départ un peu de la prospective, de présenter des proof of concept ou de montrer des choses qui marchent dans juste un territoire. Là on entre dans une ère où, en fait, l'open data entre dans notre quotidien. Donc ça, c'est super, mais c'est pas du tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce dont je vais vous parler, c'est un peu un aspect qui est un peu négligé, c'est qu'en fait, on s'est beaucoup concentré sur ces usages pratiques, sur ces services du quotidien, sur, en fait, la capacité d'innovation qu'il peut y avoir avec les données ouvertes. Je peux vous en parler pendant très longtemps, mais ce n'est pas ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Moi, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'idée même d'open data, elle est essentielle à la démocratie. Ça demande juste un peu de définir les termes dont on parle. Et en plus, on est ANEC, donc on fait de la médiation numérique. Le premier terme, c'est celui de données.
Le terme de données, c'est la base de l'information et du savoir. Vous avez peut-être déjà vu cette pyramide. Vous avez d'abord les données, ensuite l'information et le savoir. C'est une pyramide qui est parfois critiquable, mais qui permet d'expliquer qu'en fait, les données, c'est la matière première de l'information et du savoir. Et si on leur ajoute l'adjectif open, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, le fait d'accéder d'avoir des données qui soient ouvertes, elles sont librement réutilisables du point de vue des formats, du point de vue des licences. Ça, on vous l'a peut-être déjà raconté si vous vous intéressez à l'open data. Mais ce qu'on oublie un peu, c'est qu'on a accès aux données dans leur plus grand niveau de précision. En fait, pendant longtemps, on s'est contenté d'avoir accès à des informations agrégées sur un phénomène. On savait, dans telle commune, il y a eu tant de morts sur les routes. On savait que on avait des choses sur le nombre de, je sais pas, comment s'appelle les trucs pour faire rebattre le cœur. Voilà, les défibrillateurs. Et en fait, maintenant, on a accès à la donnée dans son plus gros niveau de précision. On parle parfois de données brutes. C'est-à-dire, on ne va pas se contenter d'avoir accès à des données qui sont agrégées, mais avoir accès à la base de l'information et du savoir, à cette matière première qui va alimenter l'information et le savoir. Et pendant longtemps, donc, on nous donnait, l'administration nous donnait des chiffres, des cartes, et là, en fait, on nous donne la matière première. Ce que ça a comme incidence, c'est qu'en ayant accès à cette matière première et en pouvant la réutiliser comme on le veut, ça a un rôle dans la démocratie parce que ça va permettre d'avoir un débat plus éclairé, ça va permettre de refaire les calculs. C'est-à-dire que quand une administration vous dit tel chiffre, telle décision, elle est objective, elle est basée sur des données, en fait, vous pouvez vérifier et vous pouvez le contester. C'est l'exemple qui est en ouverture de mon livre du passage aux 80 km/h, où il y a l'association 40 millions d'automobilistes qui a pris les données et qui a essayé de voir si sur les 3 tronçons tests pendant lesquels il y a eu une expérimentation, est-ce que l'accidentologie, elle avait vraiment baissé comme l'annonçait Édouard Philippe. Non, en fait, elle est restée complètement stable, ce qui a valu un jour à un chauffeur de taxi à qui je présentais mon métier et j'essayais de lui raconter ce que c'est l'open data. Je fais oui, ça sert aussi à ça, à montrer ce genre de choses. Et il m'a dit, c'est un chauffeur de taxi marseillais, je vous épargne l'accent, il m'a fait, vous voulez me dire qu'en fait, il y a un site du gouvernement qui permet de montrer que c'est des gros cons. Et donc, moi, j'étais là, c'est marrant comme définition, j'ai noté. Et puis, du coup, c'est entré dans l'introduction de mon livre, parce qu'en fait, c'est pas juste pour balancer le gouvernement, c'est des gros cons, mais c'est plus pour dire que derrière, en fait, c'est un outil à la fois, c'est un outil un peu ambivalent. C'est un outil à la fois du pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut un gouvernement qui soutienne des politiques d'open data. Ça se fait pas tout seul, il y a une volonté politique derrière, et c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, arrive à perdurer. Mais c'est aussi un outil pour les contre-pouvoirs. Et en fait, le message du livre, c'est aussi de remonter et c'est aussi une question, c'est pour ça que la question de la démocratie m'est chère, c'est que je voulais juste ramener un truc qui est de base, en fait, de base en philosophie politique, c'est que le pouvoir a besoin du contre-pouvoir en démocratie et qu'il y a un équilibre entre les deux. Il y a, aux États-Unis, ils parlent de check and balances, Montesquieu, et on pourrait plutôt actualiser d'un point de vue de la théorie avec Rosan-Vallon qui parle de la contre-démocratie. L'idée de la contre-démocratie, c'est pas forcément que c'est pas de s'opposer à la démocratie, mais c'est plutôt d'expliquer que les contre-pouvoirs confortent les institutions démocratiques et évitent au pouvoir de dériver et le ramènent à ses promesses initiales et permettent aussi de s'interroger sur est-ce que l'intérêt général est bien respecté. Donc en fait, c'est indispensable. Alors, je vais pas le livre aussi explique le contexte dans lequel est la démocratie française, qui est une démocratie parfois classée comme défaillante et qui, du coup, quand on étudie en détail l'usage des données par les contre-pouvoirs, la société civile, on voit qu'il y a plein de frictions et que c'est extrêmement compliqué et que c'est pas du tout évident, d'où l'intérêt de certains droits comme le droit d'accès aux documents administratifs pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, l'idée quand même générale, c'est qu'en fait, le mouvement de l'open data, comme souvent, c'est un truc technique, on vous parle de CSV, du format JSON et de ces questions-là. Et on a un peu oublié son rôle d'émancipation, son rôle comment ça peut servir au contre-pouvoir et à alimenter le débat démocratique. Et ça, je pense que c'est quand même le message essentiel du livre, au-delà de l'open data, c'est qu'en fait, pour débattre en démocratie, on doit avoir accès à la matière première de l'information et du savoir, et que ça va nourrir le débat démocratique. Le livre, j'ai essayé de le rendre le plus accessible possible, avec beaucoup d'exemples, et je vais essayer de revenir sur quelques-uns de ces exemples. J'essaye aussi de revenir sur
l'historique de l'open data en montrant que c'est un mouvement un peu protéiforme qui a plein de racines. Ces racines, c'est pas du tout un phénomène récent, un truc nouveau. Ces racines, ça va être la transparence et le droit d'accès aux documents administratifs. On peut faire remonter en fait l'idée initiale de l'open data à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans son article 15 qui dit que la société a le droit de demander compte à tout agent de son administration. Ce qui change avec l'open data, déjà j'ai juste oublié de vous dire le droit d'accès. Donc le droit d'accès, il est entré dans la loi en 1978 avec une loi qui est la loi CADA, comme la Commission d'accès aux documents administratifs, qui donne à tout citoyen le droit de demander à une administration les documents qu'elle produit dans le cadre de ses missions de service public. C'est un droit qui est méconnu, qui est un peu malmené en France. C'est un des trucs sur lesquels je reviens beaucoup dans le livre, à quel point le droit d'accès est assez bafoué en France, mais qui est pourtant le socle en fait, des politiques d'open data. Je présente souvent en fait, l'open data en France comme la tour de Pise. C'est-à-dire qu'on est en tête des classements, on est un peu cet édifice qui attire les visiteurs du monde entier, qui est un peu, quand on veut faire du tourisme pour découvrir l'open data, ça arrive à des gouvernements, ils vont venir en France parce qu'il se passe plein de choses. Effectivement, on a un des écosystèmes les plus riches. Vous regardez tout ce qui peut se passer sur data.gouv.fr, je salue Geoffrey, et toutes les fonctionnalités, en fait, ça fait rêver pas mal de monde. Et en fait, on a des choses qui existent et qui sont assez extraordinaires. Donc, il se passe plein de choses, on a plein de données, on a vraiment plein de choses. Mais en attendant, dès qu'on commence à aller chercher des données qui sont un peu sensibles, en fait, on se heurte au problème que le droit d'accès, il est mal appliqué, il est assez bafoué. Et c'est pour ça qu'en fait, la tour de Pise penche. Elle penche parce que ses fondations sont instables. Et en fait, l'open data, c'est un peu cet édifice qui est assez instable, qui repose sur des fondations qui sont pas forcément très solides. Ce qui change aussi avec le passage du droit d'accès à l'open data et la traduction qui a été faite dans la loi, maintenant, je reviens juste après dessus, mais donc c'est une obligation légale, c'est qu'en fait, le principe de la société a le droit de demander compte à tout agent de son administration, ça a presque un peu évolué, ce principe de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En instaurant un principe dans la loi, en fait, c'est plutôt l'administration qui a le devoir de rendre des comptes aux citoyens. Donc c'est potentiellement... Alors, c'est pas un droit aussi fort que ça. Hein. Les collectivités se portent très bien quand elles n'appliquent pas les obligations de la loi pour une république numérique. Et y a pas tant de gens qui viennent les titiller là-dessus. Mais dans son essence, ce principe d'ouverture des données qui maintenant est entré dans la loi, c'est aussi une évolution des mentalités derrière. C'est une évolution des mentalités où on ne doit pas forcément attendre qu'on fasse une demande pour obtenir les informations dont on a besoin. On attend aussi un peu de l'administration de nous donner accès à ces données dans le plus grand niveau de précision. Donc ça, c'est un peu toute la première facette qui est celle de la transparence et du droit d'accès. La deuxième, c'est celle aussi de la liberté de l'information et du logiciel libre. On parle d'open data parce qu'en fait, les grands principes de l'open data, ils découlent en grande partie de ceux de l'open source. Ils viennent aussi du monde de la culture libre, de Creative Commons. Laurence Lessig, qui est le créateur de Creative Commons, a joué un rôle très important dans la réunion où ont été créés les grands principes de l'open data. Et il y a des porosités très fortes entre ces mondes, en tout cas au départ. Et il y a des acteurs du libre, comme Regard Citoyen, qui ont beaucoup joué en France pour faire émerger l'open data et qui ont joué un rôle important. On a une autre filiation qui est parfois un peu trop oubliée, qui est celle de la science ouverte et du partage des données de recherche. Pourtant, le terme open data, en fait, il vient du monde de la recherche. Au départ, c'était plutôt dans des accords de la NASA sur des échanges de données satellitaires. Mais en fait, les pratiques un peu ancestrales de l'open data, elles ont émergé dans les sciences. Parce qu'il y a des disciplines comme la génomique, la botanique, l'astronomie, où collecter des données, ça coûte cher. Ça coûtait très cher à l'époque. Et donc, les chercheurs se sont organisés pour échanger les données entre eux et ont développé des pratiques qui peuvent s'apparenter à de l'open data. Alors, vous n'avez pas l'open data pur et dur avec les licences, les formats, les choses comme ça, mais vous aviez des infrastructures de données, ce qui est très intéressant pour étudier l'ouverture des données. Il y a ce mouvement de la science ouverte qui a émergé depuis une décennie, qui est aussi très fort et en France, qui fait l'objet d'un plan national pour la science ouverte, sur lequel il y a un lien entre l'ouverture de l'accès aux publications scientifiques et l'ouverture des données de la recherche, et qui fait le
le lien entre ces idées-là. Donc ça, c'est un peu la troisième facette. Il y a aussi une autre facette qui est apparue, c'est celle de la modernisation des administrations. En France, elle est arrivée un petit peu plus tard, notamment quand Henri Verdier a été nommé. Il y a eu le passage d'État-Lab, qui est donc l'administration qui a porté pendant longtemps l'ouverture des données, qui est entré dans le secrétariat général de la modernisation pour l'action publique. L'idée, c'était que mettre à disposition les données à destination de tout le monde, ça permet déjà aux données de circuler entre les administrations. Et ça a fait émerger tout un tas de choses. On l'oublie très souvent, mais data.gouv.fr, c'est la première des startups d'État. Historiquement. Il y a plein de choses qui se sont développées autour de la compréhension des données, qui se sont développées autour de l'open data. L'émergence du métier de data scientist, alors ça ne vient pas forcément de l'open data, mais ça s'est légitimé, ça s'est répandu aussi pas mal autour de l'open data. Il y a eu, je sais pas, le LabIA, il est né à Etalab. Ces questions-là, en fait, ça a été aussi un endroit d'expérimentation, de foisonnement dans lequel, pareil, là aussi, on l'a peut-être parfois un peu oublié. Une autre facette, c'est celle des industries de l'information. C'est-à-dire que pendant longtemps, et aux États-Unis, ça a beaucoup joué, il y a des entreprises qui ont demandé des données, qui ont demandé à créer des business sur la base des données. Aux États-Unis, dans les années 70, ils avaient pris la décision de mettre les données à destination de tout le monde, dans le domaine public, gratuitement, et en fait, dans une approche assez libérale, de dire c'est au secteur privé de créer des services ou des choses comme ça. En France, dans les années 80, il y a un truc aussi qu'on a un peu oublié, c'était le Minitel. Les administrations vendaient des données, vendaient l'accès à certaines données, alors plutôt des données à caractère personnel, mais vous aviez des données publiques, la Météo France tirait pas mal de revenus de l'accès via le Minitel, et ça a rapporté pas mal d'argent. L'arrivée d'Internet a un peu bousculé ça, et on a commencé à se poser des questions sur comment les entreprises peuvent réutiliser. Alors à l'époque, on ne parlait pas d'open data, c'est la réutilisation des informations du secteur public. C'est un peu plus long à prononcer. Mais il y a un débat qui est assez ancien, et puis il y a des modèles économiques qui se sont faits autour de la revente, de la publication des données, mais aussi plus largement de l'usage des données publiques. Je vous ai dit que j'allais pas trop en parler, donc j'en parle pas trop. Et en fait, dans l'autre facette, ce qui est, je pense, aussi essentiel, il y a aussi tout le monde de l'entraînement des modèles d'IA. J'en parle pas mal dans le livre. Les premiers modèles d'IA, les premières techniques de traitement automatique du langage, elles sont nées en grande partie à partir des données publiques. Parce qu'en fait, on était dans une époque avant l'arrivée d'Internet ou dans les débuts d'Internet, c'était compliqué d'accéder à des grands corpus de données. Et ce que montre Kate Crawford dans son contre-atlas de l'intelligence artificielle, que je vous surrecommande, c'est que, par exemple, IBM, ils ont utilisé des données publiques. Alors c'est assez ironique, ils ont utilisé les données de leur propre procès. Il y a eu un procès antitrust contre IBM pour entraîner. Donc ils ont pris ils avaient publié à des fins de transparence tout un volume, un corpus de textes qui était énorme. Ils l'ont utilisé pour créer un générateur de poésie. Donc, de faire des poésies un peu cheloues, et ils l'ont publié. Il y a eu aussi, par exemple, en 2001, le procès Enron, où en fait, tous les emails de l'entreprise Enron ont été, à des fins de transparence, ont été publiés, et ça a servi à entraîner des modèles de langage. Si vous connaissez, par exemple, dans la traduction, vous avez DeepL, l'outil de traduction. À la base, c'est Lingui. Si vous avez déjà utilisé Lingui, il n'utilise que des sources officielles, c'est le Parlement européen. Et en fait, par exemple, le Parlement européen, ça a été une machine à créer des données d'entraînement, et c'est probablement les données les plus accessibles que vous avez sur de la traduction, parce que vous avez des gens qui traduisent en permanence en 25 langues, qui font des traductions, des retranscriptions. Donc en fait, ça a servi énormément à faire de l'entraînement de modèles d'IA. Et beaucoup de ces données-là, elles étaient en open data. Il y a une culture dans le monde de la recherche en IA d'ouvrir les données. On en a un petit peu parlé hier lors d'une table ronde sur l'éthique de l'IA. On a beaucoup parlé des données du Common Crawl. Common Crawl, c'est ce qui a servi à faire émerger ChatGPT, GPT-3, mais qui sert en fait à l'entraînement de beaucoup de modèles. C'est une base de données ouverte sur c'est une aspiration du web que tout le monde peut utiliser, qui est ouverte. Alors ouverte, c'est une ouverture un peu bizarre pour nous, qui sommes habitués à avoir un respect du copyright, de la protection des données. Là-dedans, il y a plein de données à caractère personnel, c'est des données qui posent plein de problèmes en termes de biais. Je vous invite à lire l'étude qu'a fait Mozilla sur le Common Crawl, mais techniquement, c'est des données ouvertes. Alors moi, j'essaie de déconstruire un peu ces discours-là,
data, et quand on regarde Common Crawl, met en avant énormément aussi la rhétorique des communs, la rhétorique de l'open data pour le bien commun. Enfin, si vous regardez la page de Common Crawl, il y a des trucs, on dirait qu'on a le même discours. Sauf qu'en fait, derrière, c'est vraiment les géants du numérique. Donc j'étudie en détail un peu qui sont les gens derrière Common Crawl. Et derrière, c'est une rhétorique qui est compliquée sur cette question, la question qu'évoque Kate Crawford, qui est celle du pillage des communs. Je ne vais pas trop entrer dans le détail, désolé, j'ai promis de faire sur la démocratie, on reste sur la démocratie. Mais juste, je vais vous expliquer cette figure du Rubik's Cube. Parce qu'en fait, le discours de l'open data, et il y a pas mal de professionnels d'open data dans la salle, on a très souvent fait du Rubik's Cube. Alors, moi, je suis jamais arrivé à terminer un Rubik's Cube, je suis vraiment pas bon à ces trucs-là. Mais donc, moi, j'ai la version du Rubik's Cube où c'est toujours le bazar, un peu comme ça. Mais en fait, notre discours auprès notamment des décideurs politiques, mais en fait, auprès de tout le monde, ça a été un mélange de ces facettes-là. Et en fait, selon les personnes que vous rencontrez, selon les époques, là, en ce moment, tiens, on va tourner un peu, mettre du bleu là, pour l'entraînement des modèles d'IA. Là, en ce moment, ça passe bien. C'est un truc qui se fait beaucoup. À une époque, il fallait mettre beaucoup plus de vert pour mettre la modernisation des administrations. Il y a eu des époques dans lesquelles la transparence était très évoquée, mais on le garde, cette question-là. Et en fait, selon les interlocuteurs, selon les moments, les choses comme ça, l'open data se présente un peu comme un Rubik's Cube où on le recompose. Donc, c'est important de revenir dans cette filiation-là des racines de l'open data. Je vais vous expliquer juste un peu comment les grands principes ont émergé. Donc, il y a eu une première étape qui est l'open definition et une définition du savoir ouvert. Ensuite, donc d'un point de vue plutôt des licences, ensuite il y a eu une déclaration qui s'appelle la déclaration de Sébastopol, dans laquelle on a défini les grands principes de l'open data. Donc, c'était essentiellement c'était des hommes blancs, sauf une femme. Il y avait une seule femme dans cette réunion-là, en 2007, qui ont défini donc, les grands principes de l'open data, qui sont un peu ceux qui sont aujourd'hui plus établis. Leur ambition, elle était pas mal, hein. C'était d'influencer le futur président des États-Unis après la présidence Bush. Donc c'était Barack Obama, pour qu'il adopte ces grands principes de l'open data, et ça a plutôt bien marché, parce que la première chose qu'a fait Obama, c'était de signer 3 mémorandums sur l'open government data, sur l'open government, dont un d'entre eux actait de la création du premier portail open data national, qui est data.gov. Ce qu'il disait en gros dans ces principes-là, c'est des principes qui sont essentiellement techniques. C'était la question du format des données, mais vous aviez aussi l'idée par contre d'ouverture complète des données. Les questions des licences, ces choses qui sont toujours très établies. Et c'est par contre des principes qui posent peu de questions sur le contenu des données et qui sont un peu, pardonnez-moi l'expression, un peu naïfs sur le côté politique. Il y a un article que j'aime bien de Harlan Yu et David Robinson qui revient sur l'émergence de ces grands principes d'open data, et comme je suis chercheur, j'aime bien lire les notes de bas de page. Ils ont fait une note de bas de page, bon, l'article est très sérieux, c'est dans une revue de droit, et en fait en bas ils ont dit, ils disaient, pour critiquer un peu ces grands principes, il disait la publication en open data des déclarations de propagande de la Corée du Nord dans un format ouvert avec une licence sur un portail open data pourrait tout à fait satisfaire à ces grands principes de l'open data sans faire avancer du tout la démocratie dans un régime totalitaire. En fait, du coup, on ne s'intéressait pas au contenu des données. C'est ce qu'a essayé dans les grands principes open data, ils ont un peu évolué. Ils ont un peu évolué aussi à travers l'émergence d'une charte internationale open data qui aujourd'hui fait référence et qui fixe 2 grands objectifs de l'open data. Le premier objectif, c'est celui d'améliorer la gouvernance, et c'est cette idée aussi de gouvernement ouvert dont je ne suis pas trop revenu parce qu'elle n'a pas tant pris en France. Et elle a bien pris dans pas mal de pays, c'est le fait d'associer les citoyens, de faire participer les citoyens aux politiques publiques, et aussi de développer la concertation dès lors qu'on a accès aux données dans leur plus grand niveau de précision. Ça facilite la participation et la transparence de l'action publique et la concertation. L'autre grand principe, c'est cette idée que l'open data doit servir au développement inclusif. Donc c'est un peu des buzzwords creux, vous m'excuserez, mais qui ont quand même un intérêt, c'est que dès lors que c'est ouvert, tout le monde peut y accéder, et en fait, on ne va pas favoriser un acteur monopolistique qui a la capacité d'accéder aux données. Ça, c'est, je pense, quand même quelque chose d'intéressant à garder, que vous avez par exemple des accords entre les collectivités qui vont échanger des données avec Waze. Waze vous donne ses données sur la circulation, vous lui filez les données de vos travaux. Ce que font pas mal de collectivités qui connaissent pas trop l'open data et même leur stratégie data en général, c'est OK, on file les données à Waze, et cool, on a reçu des données. Ce que font des collectivités qui connaissent un peu plus
plus l'open data, ils leur disent bah, allez-y, prenez-les, c'est en open data. Ce qui fait que tous les autres concurrents de Waze vont pouvoir s'en servir. Ça, c'est quand même important parce que c'est un dans les principes du service public. Il y a aussi l'idée d'universalité. Et en fait, si on donne accès qu'à un acteur, qui paye pas ses impôts en plus, donc c'est un peu embêtant, parce que derrière c'est Google. En fait, on favorise ceux qui sont déjà en position dominante. Et la question qui se pose actuellement dans le monde de l'open data, c'est cette idée de politique d'open data de troisième vague. Dans les principes de l'open data, il y a l'idée d'ouverture complète, alors dans cette idée, c'est que les vagues sont cumulatives. Donc ça, c'est un débat qui se passe en ce moment. Et dans cette idée de troisième vague de l'open data, il y a l'idée de publier avec un objectif. Comment est-ce qu'on pourrait publier des données, mais en partant d'un objectif de politique publique et de partir d'un objectif d'impact, plutôt que ce qu'on a fait pendant longtemps, c'est publier par principe, sans se demander qui en a besoin, qui va s'en servir. Cette idée de la troisième vague, c'est aussi de développer des partenariats et des collaborations avec les acteurs qui pourraient se servir des données. Et pendant très longtemps aussi, le principe de l'open data, c'était de mettre les données à destination de tout le monde, et on verra qui s'en sert. C'est un truc qu'on n'a pas beaucoup fait, c'est d'aller chercher des gens qui n'ont pas forcément des capacités pour utiliser des données, qui pourraient créer de l'impact, mais qui ne sont pas des usagers actuels de l'open data, mais qui pourraient le devenir si on les accompagnait. Je pense par exemple, c'est des débats qui animent en ce moment les acteurs de la santé, de comment est-ce qu'on embarque plus les associations de patients dans l'accès aux données publiques. Après, il y a aussi, dans cette troisième vague, l'idée d'avancer aussi au niveau local. C'est-à-dire qu'en France aussi, on a cette question-là. Hein. On a un principe d'ouverture des données par défaut qui est posé par la loi pour une République numérique. Mais on n'a actuellement que 16% des collectivités qui appliquent ce principe d'ouverture des données. Et encore, on évalue ça sur la base de est-ce qu'elles ont publié, c'est l'association Open Data France qui le fait, est-ce qu'elles ont publié ou non est-ce qu'elles ont publié au moins un jeu de données? Est-ce que c'est vraiment une bonne manière de définir une politique d'open data, d'avoir publié un jeu de données? Et donc, c'est pour vous dire que ces grands principes de l'open data, ils sont en débat, ils évoluent. Dans le livre aussi, je reviens un peu sur l'émergence de l'open data. Alors, je vous ai parlé un peu de l'émergence dans les collectivités locales, notamment ça a commencé, la première, c'est à Rennes. Ensuite, après, il y a eu un début de foisonnement dans les collectivités locales de premiers projets d'open data. On se souvient peut-être de Montebourg qui disait que la 6e République naîtra de l'open data. Si tu veux. Et en 2011, il y a eu la création d'Etalab, qui est l'administration centrale qui porte la politique d'ouverture des données, et le lancement de data.gouv.fr, le portail national. Je vous la fais très courte parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter. En 2016, il y a eu la loi pour une République numérique qui a été adoptée. J'ai oublié de le dire, donc c'est la loi, on parle de la loi Le Maire. Le livre est préfacé par Axelle Le Maire, qui est donc la secrétaire d'État au numérique qui a porté cette loi et qui revient aussi dans la préface du livre sur les circonstances d'émergence de cette loi et un peu sa vision des choses maintenant, 8 ans après l'adoption de cette loi. Ce qui fixe cette loi, c'est un principe très ambitieux d'ouverture des données par défaut, par principe, qui s'applique à toutes les collectivités locales et toutes les administrations, à toutes les administrations de plus de 50 agents et toutes les collectivités locales de plus de 3500 habitants. Et donc c'est un principe qui concerne près de 4000 collectivités, un nombre incalculable et incalculé à ma connaissance d'administrations centrales, parce qu'on a du mal à connaître le nombre d'agents, et qui en fait impose un principe d'ouverture des données. Au lieu que ce soit l'exception, ça devient la règle. Alors, comme vous avez pu commencer à le comprendre, c'est pas du tout entré encore dans les normes et dans les routines de l'administration. Mais on a fixé un principe où l'ouverture devenait la norme plutôt que l'exception. Et ce qui a émergé aussi à cette époque-là, c'est l'émergence d'administration des données, avec un administrateur des données et des administrateurs ministériels des données. On a aussi ça dans les collectivités. Ce que j'essaye de montrer surtout dans le livre, c'est que ces politiques d'open data, elles ont un ancrage qui est encore assez faible. C'est quelque chose qui... il y aura Clara Chapas juste après. Est-ce qu'elle va parler d'open data ?
à mon avis pas trop, qui en fait demande qui est encore un peu mal ancré dans l'administration. Et on le voit hein, actuellement, Etalab, c'est difficile de voir que fait Etalab. Il y a une équipe super en charge de data.gouv.fr qui fait de l'accompagnement des acteurs, mais on ne sait plus trop ce que devient Etalab. On a des politiques publiques dans les collectivités, on ne sait pas forcément, c'est plus toujours porté parce qu'il y a d'autres priorités qui sont arrivées, la circulation des données, qui ne sont pas forcément opposées, parce que pour faire de l'open data, il faut de la data. Enfin, du coup, ça n'a pas vraiment, à mon sens, beaucoup de sens, mais pour montrer que tout ça, ça repose sur peu de choses, et c'est aussi, je vous ai montré l'image de la couverture, hein, c'est une abeille, c'est aussi pour montrer que l'open data, c'est un écosystème, un peu comme les abeilles, un écosystème, ça a un fonctionnement d'un écosystème, c'est-à-dire que quand on publie des données, ça va un peu polliniser à droite et à gauche, ça crée un écosystème qui est essentiel à la vie démocratique, mais comme les abeilles, c'est fragile, et ça pourrait disparaître à tout moment si on épandait un peu trop de pesticides. Et c'est fragile aussi parce que la démocratie, elle est fragile, elle est malmenée. Et donc, ça repose aussi, ce que j'essaie de montrer, j'en parle pas mal dans la conclusion, ça repose sur les volontés de peu de gens qui font vivre en fait ces projets d'open data. Il y en a quelques-uns dans la salle et on peut les féliciter, qui font ça aussi par un engagement pour le service public, un engagement pour la démocratie et qui ont compris l'intérêt que ça a par rapport aussi à leur mission de service public, c'est-à-dire que j'en parle pas mal dans le bouquin, mais le lien entre les principes du service public et les principes de l'open data, on peut le voir, il est assez évident. Maintenant, donc ça c'est un peu la première partie du livre. Je vous passe la partie sur la pandémie, parce que sinon je vais exploser le temps. Mais la première partie du livre, c'est essayer de remettre l'open data dans une histoire un peu plus longue, qui remonte à 1789, voire au-delà. La deuxième partie du livre, c'est de faire un bilan critique des politiques d'open data. Alors sur ces trois grandes promesses, celle de transparence, celle d'innovation et celle de modernisation de l'administration. Comme je vous ai dit, je vais juste me concentrer sur celle de transparence et sur les questions de démocratie aujourd'hui. Dans ce bilan critique, j'essaye de montrer qu'il y a un renouvellement de la transparence qui est un peu en demi-teinte. C'est-à-dire que la promesse de l'open data, comme je vous ai dit, c'est qu'en ayant accès aux données dans leur plus grand niveau de précision, on pourrait refaire les calculs, contester les décisions. Je vous ai expliqué aussi que le droit d'accès, c'est un droit qui est fragile, encore un peu malmené, et que du coup, les fondations sont instables. Et en fait, ce que je montre en détail, c'est que le droit d'accès aux documents administratifs, qui est censé être le socle, un peu les fondations sur lesquelles on a bâti les politiques d'open data, est trop instable, cette tour de Pise, et qu'en fait, il y a plein de problèmes. Et ça, moi, je le vois au quotidien, parce qu'on accompagne sur madada.fr, il y a 1500 personnes qui ont fait des demandes d'accès aux documents administratifs. L'idée, c'est de faciliter drastiquement l'usage du droit d'accès aux documents administratifs. Vous avez le courrier type, on envoie le mail à la bonne personne, et dès que vous recevez le document, on le publie pour tout le monde, donc ça le met en open data pour tout le monde. Allez-y, soutenez-les, on a besoin d'être aidés, parce qu'on a une équipe de bénévoles qui ne peut pas tout faire, donc on a aussi des permanents. Parenthèse promotionnelle d'intérêt général. Mais on le voit en fait en accompagnant des usagers, c'est un peu un parcours d'obstacles en fait, l'usage du droit d'accès aux documents administratifs. Déjà, vous envoyez un mail, donc c'est assez simple, hein, il n'y a pas vraiment de formalisme, il faut juste dire que vous appuyez sur le livre 3 du Code des relations entre le public et l'administration pour demander un document précis qui doit être produit dans le cadre d'une mission de service public, qui doit être achevé, qui doit exister, et donc vous faites la demande et vous envoyez ce mail à la personne responsable de l'accès aux documents administratifs, ou PRADA, c'est pas la personne la mieux sapée de l'administration, c'est la personne responsable de l'accès aux documents administratifs. La PRADA, en général, en théorie, elle aura été nommée. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que quand il y a du turnover dans l'administration, on oublie de refiler ce rôle qui n'est pas forcément très connu, hein. Et ensuite, en fait, le mail n'arrive pas forcément au bon endroit. Et en fait, les circuits administratifs pour traiter ces demandes d'accès, ils n'existent pas vraiment. Ce qui se passe le plus souvent, et j'aimerais bien l'objectiver par une étude sociologique un peu plus avancée, mais je le sais en discutant avec des élus et des gens dans l'administration, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour ouvrir des données sensibles ou pas, en fait, ça remonte la plupart du temps au cabinet du maire, au cabinet du ministre, des choses comme ça, voire c'est une décision du ministre lui-même. Je vous fais la petite anecdote, j'ai demandé la publication, j'ai demandé sur Madada qu'on mette à jour les données du nombre de flashs sur les radars.
Le nombre de flashs pendant les radars, on a trouvé ces données-là, on trouve ça passionnant, il y a des cartes qui ont été produites. Ça permet de montrer quelles sont les vaches à lait sur les routes françaises. Alors, tout le monde va imaginer que je suis un super gros défenseur de l'automobiliste, alors que je me balade tout le temps avec mon vélo et que j'ai eu mon permis il y a 4 ans, mais c'est pas grave. Et donc j'ai fait cette demande au ministère de l'Intérieur. J'ai fait une demande en ligne, alors j'ai pas donné mes infos, mais quelques mois après, j'ai reçu un courrier dans ma boîte aux lettres du directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Alors déjà, première réaction, mais il a que ça à faire, pour me dire que la demande serait traitée et tout. C'est assez révélateur, en fait. C'est toujours traité au plus haut niveau. C'est, en fait, un peu comme... moi, j'ai un peu l'image du sauf-conduit. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais le sauf-conduit, moi, j'imagine un truc genre comme quand vous passez une frontière ou un truc totalement une exception absolue, alors qu'en fait, c'est juste le livre 3 du Code des relations entre le public et l'administration. Les élus, vous devez pas... Enfin, on n'a pas à vous demander votre avis, sauf quand y a un litige juridique sur le fait que ce soit publié, mais en fait, ces données-là, le plus souvent, en fait, ça devrait entrer dans les routines de l'administration. Ça ne devrait pas être une décision politique de savoir est-ce qu'on doit publier la liste des subventions. En fait, c'est juste une exigence démocratique de base. Il y a des standards et des formats. Et en fait, du coup, il y a un peu ce régime encore d'exception, il est encore très présent. Et du coup, ça fait que quand on regarde un peu les données sensibles, et on le voit, je m'appuie pas mal sur les travaux de Sylvain Parasi sur ces questions-là, ben, en fait, c'est quand on interroge des militants de la société civile, l'open data n'a pas été cette machine à scandale. Alors, j'en montre quand même quelques-uns. Je montre quand même que... alors, c'est un peu une version extensive de l'open data, mais l'affaire Fillon, le Penelope Gate, pendant longtemps, on s'est demandé est-ce que le Canard enchaîné avait une taupe au sein de la... Et en fait, les journalistes du Canard enchaîné, ils ont expliqué juste, ils ont regardé la déclaration à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Et Penelope Fillon déclarait qu'elle travaillait pour la Revue des Deux Mondes. On n'a jamais vu le moindre article de Penelope Fillon dans la Revue des Deux Mondes. Du coup, ils ont tiré la pelote et ils ont commencé à trouver le poteau rose. Ça, c'est un exemple, mais en fait, il y en a quand même finalement, je fais une sorte de bilan, j'en liste quelques-uns des exemples comme ça, où l'open data a fait émerger des scandales. Mais en fait, les données sensibles, ça reste quand même assez difficile de les ouvrir. Ce que disent pas mal de data journalistes, c'est que les données en open data, elles sont souvent un peu inoffensives. C'est des données de contexte. Des données qui vont permettre de faire... on parlait à cette table-là avec Xavier Delaporte de ce qu'est devenu le data journalisme. Dans le data journalisme, il y a des révélations, mais souvent, ce n'est pas forcément dans les données qui ont été publiées volontairement par l'administration. C'est plutôt des choses qu'ils obtiennent avec des demandes. Mais il y a aussi beaucoup de journalistes pour donner du contexte. Et ça marche très bien. Ça marche très, très bien. Alors, il y a des cas quand même de révélations. Là, récemment, vous regardez ce qu'a fait France Info, c'est passionnant. Ils ont publié des données sur les polluants éternels dans l'eau. Vous pouvez regarder à proximité de chez vous le taux de concentration pour les polluants éternels. Ils ont fait un autre truc sur, là, à la rentrée, dotation horaire dans les collèges et lycées. Des grosses disparités entre les académies. On peut regarder, alors je ne sais plus si c'est académie par académie ou établissement par établissement, mais on a là aussi accès à un plus grand niveau de précision. Mais en fait, pour ça, ils ont dû faire des demandes. Ce n'est pas du tout de manière évidente. Et du coup, la question qui se pose chez pas mal de militants, c'est en fait de se dire, il faudrait qu'on produise nos propres données. Moi, je ne suis pas hyper fan de ça. Enfin, il y a certains moments, oui, il faut produire ses propres données. Mais je pense qu'en fait, on se prive. C'était une critique qu'avait fait Nicolas Kaiser-Bril, qui est un data journaliste bien connu. Il disait, en fait, en utilisant les données de l'administration, on entre dans son moule et on perd en fait en pouvoir d'agir. Oui, d'un point de vue théorique, mais en bon lecteur du livre Statactivisme, j'essaye de montrer qu'en fait, on peut s'appuyer sur les données publiques pour faire un peu un mouvement de judo. Le mouvement de judo, c'est de prendre la force de l'adversaire pour la retourner. Et donc, dans cette idée-là, parfois, on aurait tort de se priver de ces données publiques dans lesquelles il y a des choses à montrer et il y a des choses aussi... Moi, je reviens beaucoup sur... Là, je vous fais un peu la version contre-pouvoir, mais en fait, le pouvoir aussi a besoin de ces données-là pour montrer... certains phénomènes. Il y avait eu, par exemple, Amélie de Montchalin, pendant le Covid, elle avait dit si on dit nous, sur les données, si on donne les informations sur le Covid nous-mêmes, personne ne nous croit. Si c'est Covid Tracker qui le dit, les gens les croient. Et en fait, le pouvoir a besoin que d'autres acteurs s'en emparent. Et puis, il a aussi besoin qu'on le rappelle à ses obligations, qu'en fait, le fonctionnement de l'administration, pour les élus aussi, quand on prend une décision, parfois, une décision, elle va se perdre, il y a des arbitrages qui vont être pris. Et d'avoir une société civile qui vit et qui aide à remettre à l'agenda des priorités qui sont un peu perdues, ça va aider le politique quand vous êtes là en train de défendre la transition écologique, des choses qui ne sont pas forcément toujours les plus porteuses.
Un exemple de la fragilité de l'open data, c'est les indices de position sociale des établissements. Celui que vous voyez, c'est Alexandre Leschney, data journaliste bien connu et qui est un des cofondateurs de l'Association des journalistes pour la transparence, qui a demandé l'obtention des indices de position sociale des établissements scolaires. C'est un indice qui, alors je crois que c'est une sorte de moyenne à 100 qui dit le niveau social des familles, mais un peu plus que ça parle de logement, c'est un indicateur composite, qui a été développé, il me semble, aux alentours de 2015, pour déterminer de manière un peu plus basée sur des données, est-ce qu'un établissement va entrer en réseau d'éducation prioritaire ou non. Et en fait, pendant très longtemps, l'administration, le ministère a refusé d'ouvrir ces données. Ce qu'a fait Alexandre Leschney, c'est qu'il est allé au tribunal administratif, il est allé demander ces données-là, et il est arrivé à les obtenir, mais au terme d'un marathon législatif, comme peu de gens sont capables de le faire. Enfin, c'est vraiment une course d'obstacles, hein, des fois. Et en fait, ces données-là, ça a été hyper intéressant à la publication de ces données-là. Il y a par exemple cet article du Monde qui montre qu'il y a une vingtaine de collèges qui ont été classés en éducation prioritaire qui ne devraient plus l'être parce que des phénomènes de gentrification. Il y a une centaine de collèges qui devraient être classés en réseau d'éducation prioritaire qui ne le sont pas. Et ce que ça a amené, c'est qu'à l'époque où Pap Ndiaye était ministre de l'Éducation nationale, après la publication de ces données-là, il a annoncé une réforme de la carte scolaire. Alors, je ne sais pas où ça en est, mais ça a en fait permis de lever le voile sur des questions de ségrégation qui étaient connues, mais que l'administration ne voulait pas forcément montrer parce que ça pourrait les renforcer. Mais du coup, c'est un peu ce truc délicat entre on cache pour éviter que ça renforce la ségrégation, mais du coup, on cache la réalité de la ségrégation. Et en fait, ça va permettre aussi d'avoir un débat donc plus fort. Je te donne un autre exemple. Sur madada.fr, on a eu une demande. Alors, on a eu pas mal de demandes liées aux notes de frais des parlementaires. Le point de départ, c'était sur Anne Hidalgo. Un journaliste hollandais, je crois, avait demandé les notes de frais d'Anne Hidalgo. Ils étaient allés au tribunal administratif. Il a obtenu la publication de ces notes de frais. Le tribunal administratif a déclaré que c'était un document administratif communicable. Donc, on a accès à la liste des notes de frais, mais aussi au détail des notes de frais. Il n'y a pas eu beaucoup de révélations sur ces notes de frais-là, mais par contre, ça a lancé un mouvement. Et sur madada.fr, on a eu la demande à la ville d'Aix-en-Provence, donc je vis à Aix-en-Provence. Nul n'est prophète dans son pays, parce que c'est une ville qui ne fait pas d'open data, mais qui par contre a publié ses notes de frais, et ça a valu quelques révélations sur l'usage des notes de frais. Je vous invite à lire l'article qu'ont fait mes étudiants sur chicanelemag.fr. Ils ont pris toutes les notes de frais de toutes les collectivités dont on a pu obtenir les notes de frais. Ils ont prises une par une. J'ai deux étudiants, c'est Yacine et Louise, qui ont mis tout ça dans une base de données de 1000 lignes, et ils me détestent pas. Et ils ont fait un article de data journaliste pour montrer comment étaient utilisées les notes de frais. On voit que Aix-en-Provence, c'est une grosse anomalie en termes de frais d'esthétique, coiffeur, ceinture, parfumerie, facture de 700 € chez Marionneau, tout ça. Bon, c'est très chic, comme vous pouvez le constater. Mais alors ça n'a pas forcément... c'était assez intéressant de la part de Sophie Joassin, c'est-à-dire que plutôt que d'aller au tribunal administratif, donc c'est la maire d'Aix, plutôt que d'aller au tribunal administratif, elle a publié ces documents-là, et finalement, ça a fait pas mal de remue, ça a fait la une de France Bleu Provence, de la Provence, puis ça a un peu tourné un peu partout en France. Mais bon, les Aixois n'ont pas l'air de trop lui reprocher. Tout est légal, hein. Je veux pas, en plus c'est filmé, je veux pas être accusé non, tout est légal, mais ça fait débat. Alors maintenant, je vais terminer, parce qu'il va me rester 6 minutes, et que j'ai pas du tout eu le temps de prendre les questions de la salle, et je suis désolé de ça, pour vous dire qu'est-ce qu'on fait. Et en fait, dans le dernier chapitre du livre, je fais un certain nombre de propositions, et aussi de montrer des alternatives. C'est-à-dire que des fois, les données, elles seront pas là. Et donc, comment on fait? Alors, je reviens sur 5 stratégies alternatives. Donc déjà, appuyez-vous sur le droit d'accès et madada.fr, on est là pour vous aider. Les acteurs de la société civile, les journalistes, on a des fonctionnalités qui s'appellent plus pour aider à se saisir à faire des saisies à plusieurs administrations en même temps. C'est un système qui marche très bien. Donc, utilisez le droit d'accès. On dit souvent que c'est un droit qui s'use si on ne l'use pas, avec un anglicisme pourri.
Donc il faudrait que je la reformule celle-là. Le deuxième point, c'est dans les stratégies alternatives, qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas accès aux données? Ce que font beaucoup de militants, c'est qu'ils font ce qu'on appelle du scrapping, c'est-à-dire qu'ils vont extraire des données qui sont présentes sur le web. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est la CIMAD qui montre le scandale en fait, du temps d'accès pour avoir un rendez-vous en préfecture pour les demandeurs d'asile. Et ils ont fait un comparatif, ils vont aspirer les données préfecture par préfecture. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils publient une sorte de justificatif qu'on peut glisser dans son dossier, qui permet de montrer que le temps de demande était plus élevé que le temps même de la procédure, ce qui fait qu'en fait le demandeur forcément va se retrouver dans l'illégalité. Et donc ils ont dû faire cette aspiration de données ça arrive à plusieurs reprises que le ministère de l'Intérieur les bloque. Donc, tout ça, en fait, ça vient avec beaucoup de friction. J'ai pas le temps de vous en parler en détail. Une autre stratégie, c'est de prendre toutes les informations qui peuvent être disponibles, par exemple dans les rapports de la Cour des comptes. C'est ce qu'a fait le syndicat de la presse indépendante, le SPIL. Ils ont pris des informations dans des rapports de la Cour des comptes, dans des rapports, dans des jaunes budgétaires, dans des choses comme ça. Ils ont travaillé sur les aides à la presse, je les avais aidés là-dessus. Et ils ont essayé d'évaluer l'ampleur des aides à la presse. Et ils ont essayé de publier ça en se disant, on va créer une base de données. Et on va la visualiser. Et en fait, comme on n'a pas accès aux données dans leur plus grand niveau de précision sur les aides à la presse, si le ministère nous dit que nos données ne sont pas fiables, on va leur dire publiez vos données. C'est la stratégie du just good enough data, d'avoir des données qui sont suffisamment bonnes pour que, en fait, on obtienne l'ouverture des données. Ça a plutôt bien marché parce que depuis 2016, le ministère de la Culture publie le détail des aides à la presse et eux, ça leur a permis de faire leur plaidoyer en tant que syndicat. On peut aussi faire appel à une foule de contributeurs. C'est ce qu'a fait par exemple Regard Citoyen pour numériser les premières déclarations d'intérêt des parlementaires. On peut aussi concevoir des communs de données. Je vous en ai pas mal parlé d'OpenStreetMap, d'OpenFoodFact, de Wikidata, de Tela Botanica, qui sont des ressources hyper puissantes pour créer plein de nouveaux usages. Donc voilà, on se retrousse les manches pour obtenir des données. Il y a plein de choses à faire s'il n'y a pas de données ouvertes. Aussi, il y a des propositions dans le livre pour un peu des réformes. Et le premier chantier pour moi, c'est celui d'obtenir les données qui manquent, parce qu'il y a encore tout un tas de données qui manquent. Et pour ça, je pense qu'il faut militer pour refonder le droit d'accès aux documents administratifs. On ne peut pas se contenter d'une situation où on va vendre le modèle démocratique français dans plein de pays à l'étranger, alors qu'un de nos principes fondamentaux, un de nos droits fondamentaux, qui est celui du droit d'accès aux documents administratifs, qui a été reconnu en 2020 par le Conseil constitutionnel comme droit à valeur constitutionnelle, est bafoué. Il faut juste rappeler que sur madada.fr, mais Ouvre-Boîte, une autre association, a les mêmes chiffres, 80% des demandes n'aboutissent pas, alors que 95% de ces demandes sont sur des documents qui sont communicables, même 98%, on a plein de garde-fous pour éviter que les gens demandent des données à caractère personnel. Mais 80% des demandes n'aboutissent pas, en fait. Donc c'est quand même, pour moi, un scandale démocratique. On est en train de travailler sur un observatoire du droit d'accès. Et moi, je pense qu'une des réformes, c'est peut-être de cette administration qui est peu connue, la CADA, la Commission d'accès aux documents de l'administratif, peut-être de la transférer à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, parce que c'est une autorité qui est connue. On sait qui sont ses dirigeants, elle a condamné certains élus, tous les élus la connaissent, et puis son nom c'est transparence de la vie publique en fait, donc ça aurait quand même beaucoup de sens. La CADA aussi, elle travaille sur des choses qui relèvent plutôt de la CNIL, c'est votre accès à vos propres données dans l'administration, donc à mon avis, la CNIL le fera très bien, ils sont habitués à traiter des saisines. Le point aussi, c'est qu'à mon avis, au bout d'un moment, il va falloir faire des sanctions pour les administrations qui sont systématiquement récalcitrantes. Je suis désolé, par exemple, la ville de Marseille, à côté de chez moi, qui a une politique d'open data, mais si vous regardez sur madada.fr, les demandes, elles traînent, elles n'avancent pas, et c'est pire que partout ailleurs, y compris Aix-en-Provence, qui n'a pas de politique d'open data, mais le droit d'accès fonctionne pas trop mal. Donc bref, j'entre pas dans le détail. Dans les choses, qu'est-ce qu'on fait? Et ça vaut aussi à tous les niveaux, c'est qu'on peut créer de nouveaux mécanismes pour obtenir les données. Et je pense qu'il y a cette idée de données d'intérêt général qui est très intéressante, c'est-à-dire que le secteur privé a des données, par exemple des données sur le montant des loyers.
se loger à des données extrêmement précises sur le montant des loyers. Et à certains moments, ce qui avait été évoqué dans les débats préparatoires pour une République numérique, cette idée de données d'intérêt général, qui entrait dans la loi, mais qui est plutôt sur des usages statistiques, ça serait quand même, on pourrait aller plus loin et avoir des formes à certains moments de réquisition de données, de faire en sorte que certaines données qui ont un intérêt général, qui vont contribuer au débat public, doivent être publiées par les acteurs privés. Et mis en open data. Je l'évoque avec beaucoup plus de détails. Il y a aussi la question des coopératives de données. Un sujet que traite Open Food Facts, c'est les prix de l'alimentation. Si vous regardez par exemple vos cartes de fidélité, si on prend vos données de la carte de fidélité, vous utilisez votre droit à la portabilité de données. Si on reverse ça dans un pot commun, on a la plus grande base de tous les prix de l'alimentaire. Et en fait, à partir de ça, on peut dire aux gens, votre Carrefour à 200 mètres de chez vous, vous allez faire des économies sur vos produits. Dans votre panier, ce qui a explosé, c'est... Et surtout, on peut créer un indice des prix à la consommation qui soit beaucoup plus fidèle. Le deuxième chantier, c'est d'améliorer la qualité et la fiabilité des données. Et pour ça, je pense qu'il faut développer des pratiques de concertation entre producteurs et réutilisateurs. Ce que j'évoque pas mal dans le livre, c'est que le mouvement de l'open data s'est concentré sur les données qui existent, et alors qu'il y a aussi tout le champ des données qui n'existent pas, dont on a besoin pour le débat public et qui devraient être en open data. Dans le monde de la statistique, c'est des choses qui existent depuis longtemps. Il y a le Conseil national de l'information statistique qui a été créé pour développer la concertation entre producteurs et utilisateurs sur les formats de données, quelles données à quelle fréquence on doit mettre à jour le recensement, les catégories du recensement, ces choses-là. Il y a vraiment une concertation qui est très établie. Il y a aussi des débats sur il nous manque telle donnée. Et c'est un peu ce qu'avait essayé de faire l'administrateur général des données avec un mécanisme de saisine. On pouvait dire il nous manque telle donnée pour tel usage. Moi, je plaide pour l'émergence d'un Conseil national de la donnée qui évite les choses trop sectorielles qui existent. Il y a le Conseil national de l'information statistique, dont il faut garder, ces instances existantes. Elles sont hyper importantes, mais on pourrait les élargir et les rassembler entre elles et aussi les ouvrir à d'autres domaines. C'est-à-dire que le domaine des données administratives, Alain Desrosières, sociologue de la statistique, je vous la fais très courte, avait théorisé les deux sources de la statistique publique. Il y a les enquêtes, les recensements, et il y a aussi les sources administratives. La statistique publique s'est beaucoup appuyée sur les données administratives, quand vous avez des registres, des données qu'on collectait au quotidien, pour faire des enquêtes et pour publier des stats. Ces données-là, maintenant, une certaine partie de ces données administratives, elles se retrouvent en open data, alors sans les données à caractère personnel. Je n'entre pas trop là-dessus, parce qu'on a tordu le cou à pas mal d'idées reçues hier dans la table ronde d'avant. Mais on a accès à plein de données, de données de l'administration. Et en fait, il n'y a pas de mécanisme de concertation entre producteurs et utilisateurs, un peu le service public de la donnée. Mais alors qu'en fait, il y aurait besoin d'avoir ce débat de voilà de quelles données on a besoin, et aussi dans le contenu des champs. Par exemple, j'avais étudié, on a pas mal travaillé avec notamment ma collègue Maëlle Fouquenet, qui a beaucoup travaillé chez Datactivist là-dessus, sur l'importance des variables de genre dans les données, qui sont en fait, là on est en train de faire une étude, on prend tous les portails open data, on essaye de voir est-ce que cette variable de genre elle est présente. Et en fait, très souvent, elle passe à la trappe dans le processus d'ouverture des données, alors que ça permet de montrer plein de phénomènes d'invisibilisation des femmes dans l'espace public, de plein de phénomènes qui, si on avait accès à la donnée avec cette variable de genre, est super importante. Donc pour ça demande une concertation, on me fait temps mort, donc il faut que je termine. Le troisième chantier, je vais aller un peu plus vite, c'est de développer la culture des données. Et une idée qu'avait eu la FING, on s'appuie pas mal dessus, c'était de placer les données au cœur des politiques publiques et de co-construire des politiques avec des données et d'impliquer les citoyens là-dedans. Je fais super court. 2 points pour terminer. Développer la culture critique des données. C'est-à-dire que si on a un débat, si on s'appuie de plus en plus les pouvoirs, les contre-pouvoirs sur des données dans le débat public, il faut aussi qu'on soit en capacité de reprendre un recul critique sur ces données-là. Et donc développer une culture critique. On avait par exemple dans les pistes qu'avait fait la FING dans Open Data Impact, il y avait cette idée qui a encore été trop peu abordée, de s'appuyer sur des données dans les concertations. Il y a un cas, donc je reviens sur la ligne 3 du métro de Toulouse, qui est l'exemple qui est là. Mais en fait, c'est des cas qui sont encore beaucoup trop rares. Il y a eu des ateliers de cartographie à Toulouse qui avaient été faits. Mais en fait, dans la concertation, les citoyens viennent avec leurs mots, et l'administration vient avec ses cartes, avec ses chiffres, avec une rhétorique du chiffre et de l'objectivité qui est beaucoup plus forte. Le citoyen est un peu démuni face à ça. Et le fait d'utiliser la donnée pourrait permettre de rééquilibrer le rapport de pouvoir.
Et après, il y a cette idée qui continue d'être importante, qui est celle de la data literacy, c'est-à-dire le fait que accéder aux données, accéder, comprendre, critiquer les données est une compétence, peut et doit devenir une compétence fondamentale. Il y avait eu cette belle idée des infolabs qui s'est développée, hein. Il y a eu la péniche à Grenoble notamment qui a travaillé sur ces questions-là, mais cette idée, on ne l'a pas encore poussée très très loin. Moi, j'évoque dans le livre des pistes de faire entrer les données ouvertes dans les médiathèques, potentiellement dans une médiathèque pour avoir un rayon de données. Aussi, j'ai mis pas mal de choses sur les programmes qui développent une culture critique des données, comme ce que fait DataGull, ce qu'a pu faire, ce que font pas mal d'acteurs, ces choses-là. Et puis, je voulais terminer un peu pour vous rappeler. Donc, l'idée, c'est que l'open data, c'est essentiel. Avoir accès aux données dans leur plus grand niveau de précision, c'est essentiel pour nourrir le débat démocratique. On a des droits, il faut s'en servir, il faut les renforcer pour renforcer la démocratie. C'est un écosystème fragile. Et dans la conclusion, je reviens sur l'importance d'approfondir la démocratie. D'ailleurs, c'est aussi une vision de la démocratie qu'on doit approfondir et étendre aussi à d'autres domaines. Et je termine ma conclusion sur une citation de NTM qui, quand j'étais là en train de galérer à écrire ma conclusion, de me dire comment je vais la finir, je me suis rappelé de ces paroles d'un morceau de NTM qui s'appelle « C'est arrivé près de chez toi ». Et ce qu'il disait, c'est « C'est arrivé près de chez toi, presque sous ton nez, cesse de prendre cet air étonné, pas le moment d'abandonner. Faut tout donner afin de changer les données ». Et en fait, ce qu'on essaye de faire en ouvrant des données, c'est pas juste montrer des choses et tout ça, c'est aussi, au bout d'un moment, c'est changer les données. C'est-à-dire que ce que vous faites va avoir une incidence, va réduire certains indicateurs, va changer les données, mais c'est aussi, derrière ce que c'est de dire NTM, c'est un peu changer la donne, quoi. C'est changer les données d'un problème. Et qu'en fait, on fait ça aussi pour changer les choses, donc utiliser les données pour changer la donne, changer les données. Merci.